Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le même style que la dernière fois avec animation versus maths, je vais encore une fois analyser une animation assez récente d'Alan Baker, animation versus géométrie. Je précise que le stickman orange se nomme The Second Coming, que je vais appeler TSC pour faire plus court. Sans plus tarder, commençons l'analyse. Pour débuter, on voit un point, l'élément fondamental de la géométrie en général. Même si je pense que vous savez bien évidemment ce que c'est un point, je vais quand même l'expliquer. D'après Euclide, fondateur connu de la géométrie euclidienne, le point est ce qui n'a aucune partie. Citation de son premier livre, Éléments de géométrie d'Euclide. Plus précisément, le point est un endroit sur un plan quelconque qui n'a ni surface ni taille et sur lequel on peut lui assigner des coordonnées sur un plan. On est aussi techniquement dans la zéro dimension car le point est la seule structure possible dans cette dernière. Et là, le point s'est étendu dans la une dimension en faisant un segment. Et on aperçoit d'ailleurs TSC qui a l'air d'être enfermé dans cette dimension. Il arrive tout de même à s'échapper heureusement. Un segment, plus précisément un segment de droite, constitue le premier postulat d'Euclide dans son livre précédent. Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques. Ce postulat dit intuitivement qu'un segment est le traçage le plus court entre deux points quelconques non confondus. Un espace euclidien s'étend à l'infini dans toutes les directions accordées dans la dimension où on est. Il ne faut donc surtout pas que TSC tombe malencontreusement sous peine de chuter à l'infini. La dénotation conventionnelle des points en géométrie fonctionne dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, etc. TSC a dupliqué un point à partir de B, puis le lâche au-dessus du bord, ce qui trace une ligne qui commence en un point C et qui a l'air de jamais se finir au vu de la flèche qui pointe vers le bas. Cela est appelé une demi-droite, une ligne qui commence en un point et qui se prolonge indéfiniment vers un autre point pour former une direction. Ce qui nous introduit dans le deuxième postulat d'Euclide avec les droites. Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite. Une droite est en quelque sorte l'extension infinie d'un segment, qui est donc caractérisé par deux points. TSC arrive à former une demi-droite en tirant sur le point C, et lorsque sa demi-droite croise le segment AB, cela forme l'angle de l'intersection D entre ces deux derniers, ainsi que l'angle opposé. D'ailleurs, un angle quelconque est égal à son angle opposé comme montré dans l'animation. Un angle de 90 degrés est appelé un angle droit, et il a comme particularité d'être droit. Plus sérieusement, si une droite est perpendiculaire sur une autre droite, et que par conséquent l'angle formé est un angle droit, alors tous les autres angles au niveau de l'intersection sont aussi des angles droits, car la somme des quatre angles d'une intersection fait 360 degrés. Ici, on a une visualisation assez intuitive du fait que la somme de deux angles au niveau d'une intersection entre deux droites est égale à 180 degrés. Ensuite, on a A sur B, le ratio entre la longueur A et la longueur B. Pour le moment, le ratio est égal à 1 car les deux longueurs sont égaux. Par exemple, quand A est inférieur à B, le ratio est inférieur à 1. Et à l'inverse, quand A est supérieur à B, le ratio est supérieur à... Eh mais c'est incroyable, l'animation me coupe la parole. Je disais donc, quand A est supérieur à B, le ratio est supérieur à 1. Un flash intriguant apparaît durant une fraction de seconde lorsque le ratio atteint un certain nombre. Mais lequel, vous me direz? Quand le ratio est à environ 1,618, une puissante lumière divine s'illumine, et un symbole apparaît comme s'il s'agissait d'un nombre béni. Je vous présente Phi, qui dans ce cas représente le ratio d'or ou le nombre d'or, d'où le flash jaune qui représente sûrement la couleur dorée, et aussi car c'est stylé. Avant de continuer, je vais d'abord bien expliquer pourquoi ce nombre a l'air d'être mis en valeur dans l'animation. Pour faire simple, considérons la même disposition de longueur que juste avant dans l'animation. Si A plus B le tout sur A est égal à A sur B, alors le ratio A sur B est égal au nombre d'or, qui est d'ailleurs un nombre irrationnel. Il est aussi la seule unique solution positive de l'équation x au carré est égal à x plus 1, c'est-à-dire que le nombre d'or au carré est juste égal à lui-même plus 1, ce qui donne exactement 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, et je vais vous le prouver. Partons de la définition du nombre d'or, phi est égal à 1 plus 1 sur phi, que je vais aussi vous l'expliquer plus tard dans la vidéo. En multipliant les deux côtés de l'égalité par phi, on obtient, comme affirmé juste avant, phi au carré est égal à 1 plus phi. Ensuite, on peut réarranger l'égalité pour obtenir une équation sur laquelle on peut utiliser la formule quadratique. On tombe sur phi au carré moins 1 égale 0. Maintenant, utilisons alors la formule quadratique qui, lorsqu'on a une équation du style ax au carré plus bx plus c égale 0, stipule que x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout divisé par 2a. Si et seulement si a est différent de 0.
Par identification, dans notre cas, la variable qu'on veut trouver est phi. Donc on va dire que x est égal à phi. Et ensuite, on a a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 1 et c qui est égal à moins 1. Remplaçons donc les valeurs de la formule. Phi est égal à moins 1, plus ou moins, racine carrée de moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, le tout divisé par 2 fois 1. Ce qui se simplifie simplement en phi est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 5, le tout divisé par 2. On a donc presque la valeur de phi, sauf qu'on a le plus ou moins qui signifie que l'équation admet deux solutions, une solution positive et une autre négative. Par principe, on va prendre la solution positive pour définir le nombre d'or. On vient donc de prouver que le nombre d'or est égal à 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Petit détail qui comptera après, on voit que lorsque phi se déplace, il déplace le point pour donner un ratio de racine carrée de 3. TSE glisse et se retrouve suspendu dans le vide en restant accroché au point B, ce qui forme d'ailleurs un angle de 90 degrés sur le point du ratio. Phi vient à la rescousse en traçant un segment pour que TSE puisse remonter, ce qui au passage forme un triangle rectangle, et pas n'importe lequel, le triangle 30-60-90, sur lequel ces angles sont dans l'ordre croissant, 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Ce triangle est spécial car on peut trouver la longueur de n'importe quel côté en connaissant au moins la longueur d'un côté, contrairement aux autres triangles usuels. Et en plus, on n'a même pas besoin d'utiliser le théorème de Pythagore. On va noter x la longueur de la hauteur du triangle rectangle. Dans ce cas, l'hypoténuse équivaut à 2x et l'autre côté correspond à x fois racine carrée de 3. D'où le ratio de tout à l'heure qui s'est changé en racine carrée de 3, car pour rappel, cette longueur que j'ai nommée x était à la base appelée b, donc si le ratio a sur b est égal à racine carrée de 3, et que je multiplie par b, on obtient a est égal à x fois racine carrée de 3. TSE a l'air de vouloir serrer la main à phi, même si ce dernier n'a pas de main. Bref, en tout cas phi refuse pour le moment, et à la place il va tracer un autre triangle rectangle identique à celui du précédent pour former un rectangle, qui a donc comme particularité d'avoir pour largeur x et pour longueur x fois racine carrée de 3. Puis phi effectue une rotation de 90 degrés sur le triangle rectangle qu'il vient de former, pour directement enchaîner sur la symétrie axiale de ce même triangle au niveau de l'axe qui s'est affiché avec les flèches. Et enfin, il réeffectue une rotation de 150 degrés cette fois-ci car on fait 90 degrés plus 60 degrés, tout ça juste pour reformer le même triangle qu'au départ mais vers le haut, ce qui lui permet de faire un parallélogramme qui a ses côtés opposés égaux et parallèles. Phi trace la dernière diagonale du carré, et ensuite il va créer d'autres triangles isocèles pour augmenter les côtés du polygone. Pour rappel, on avait au départ un triangle qui est le polygone avec le moins de côtés, puis le carré qui lui en a 4, et après on enchaîne avec le pentagone, l'hexagone, l'heptagone, l'octogone, etc. jusqu'à en faire un cercle. Effectivement, si on trace un polygone inscrit dans un cercle, et qu'on augmente son nombre de côtés jusqu'à l'infini, on obtient un cercle, car si on a une infinité de côtés, cela s'apparenterait en juste des lignes qui vont du centre jusqu'à la circonférence. On peut d'ailleurs prouver que l'aire d'un cercle est pi r carré justement avec cette méthode. Donc allons-y. Premièrement, considérons un cercle de rayon R, et considérons aussi un polygone inscrit dans le cercle. On va noter n le nombre de côtés du polygone inscrit. La théorie est que si on fait tendre n vers l'infini, et qu'on connaît l'aire totale du polygone, alors on pourrait mesurer l'aire du polygone qui se rapprocherait donc de plus en plus à l'aire du cercle. Je propose de diviser le polygone en un ensemble de triangles isocèles égaux. Si on pouvait trouver l'aire d'un de ces triangles en fonction de n, alors on pourrait les additionner entre eux. Je ne vais pas utiliser la formule classique de l'aire d'un triangle car elle nécessite de connaître la longueur de la hauteur h. Or dans notre cas, c'est pratiquement impossible. On va à la place utiliser une formule utilisant la trigonométrie. L'aire est égale à a fois b fois sinus de θ, le tout divisé par 2. A et b étant les deux côtés adjacents, et θ étant l'angle au niveau du point isocèle. On sait que les deux côtés ici sont basiquement le rayon, donc on va noter r leur longueur. Ensuite, pour calculer l'angle au niveau du point isocèle, on va juste utiliser de l'intuition, car on voit que pour effectuer le tour complet du cercle, il faut effectuer un angle de 2π radians, et la somme des angles de chaque triangle au niveau du centre est censée faire 2π radians aussi. Donc si on veut juste l'angle d'un triangle, on divise par n, ce qui donne 2π sur n radians. Étant donné qu'on a n triangles, pour trouver l'aire totale du polygone, il faut multiplier la formule par n. Maintenant, on va faire tendre le nombre de côtés n vers l'infini, la limite de n qui tend vers plus l'infini de la formule. Une propriété des limites nous dit qu'on peut faire sortir les facteurs indépendants, et ici, on a r au carré divisé par 2 qui sont indépendants de n, donc ça va devant. Je propose de multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 sur n pour enlever le n au numérateur. On va aussi faire de même avec 2π. Et on peut simplifier le 2 de la fraction, ce qui simplifie le facteur en pi r carré. Maintenant, je vais pas trop m'attarder là-dessus,
Mais sachez juste que cette limite est égale à 1, car si on fait tendre n vers plus l'infini, on remarque que chaque fraction s'approche de plus en plus de 0, et le sinus de 0 est égal à 0. Et similairement, le dénominateur est aussi égal à 0. Alors oui, normalement diviser par 0 est interdit, mais dans le cas des limites, cela signifie juste que cette fraction se rapproche de plus en plus de 1, car ces deux fractions convergent vers la même valeur. Donc on a l'aire qui est égal à pi r carré fois 1, soit juste pi r carré. On vient donc de prouver que l'aire d'un cercle est pi r carré grâce à la même méthode que Phi a utilisée dans l'animation. Revenons sur le cercle que Phi a créé. Il vient d'inscrire un triangle dans ce même cercle, et on voit que lorsqu'il déplace l'angle droit sur la circonférence, elle reste droit. Et lorsque Phi le dispose d'une manière spécifique, cela le fait briller en or. Avant que j'explique qu'est-ce que ce triangle a de spécial, je vais revenir sur le comportement de l'angle droit. Dans un cercle, d'après le théorème des angles inscrits, l'angle inscrit au centre du cercle est le double de l'angle inscrit sur la circonférence. Dans le cas de l'animation, l'angle inscrit au centre mesure 180 degrés et l'angle inscrit sur la circonférence mesure donc 180 divisé par 2, soit 90 degrés, ce qui donne un triangle rectangle. On remarque aussi qu'on connaît la mesure de la circonférence juste ici, phi fois pi, phi étant le nombre d'or. Pour rappel, la formule de la circonférence d'un cercle est diamètre fois pi. La longueur du diamètre de ce cercle devrait donc être phi, ce qui se confirme juste après lorsqu'il transforme le cercle en un carré, en gardant les mêmes mesures pour le triangle. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce triangle n'est pas le triangle d'or, mais bien un triangle rectangle lambda. Il détient simplement des longueurs contenant le nombre d'or, rien de plus. Phi trace le carré qui a pour côté ce cathète qui mesure donc racine carrée de phi, ce qui donne un carré d'air racine carrée de phi fois racine carrée de phi, soit phi, d'où le flash jaune. Phi continue en traçant les carrés des autres côtés du triangle, ce qui à la fin crée une visualisation intuitive pour le fameux théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés adjacents. Phi a l'air de demander à TSE de résoudre l'énigme du théorème de Pythagore. TSE combine donc les deux carrés, ce qui lui permet de montrer l'égalité du théorème. On voit aussi que les aires des carrés ont été réécrits sous forme de puissance de Phi. Et maintenant, Phi accepte finalement de serrer la main à TSE. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'antagoniste de l'animation, une forme 4-dimensionnelle assez étrange. Pour faire simple, cette figure se nomme un icosy-tétracore. J'ai dû le répéter plusieurs fois pour le dire correctement. On peut aussi le nommer une 24 cellules, étant donné qu'il a 24 cellules. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule en fait ? Pour comprendre, revenons à la dimension 0. Essayons de représenter un carré dans cette dimension. Eh bien, ça donne juste un point, car on peut pas faire autre chose dans cette dernière. Maintenant, pour étendre ce même carré dans la une dimension, on duplique le point et on le décale de sorte à ce que la distance entre les deux points soit égale aux côtés. Et on relie les points. De même pour la deuxième dimension, on duplique cette ligne, on le décale d'une distance de c et on relie les points. Idem pour la troisième dimension, et donc aussi pour la quatrième dimension. On duplique le cube, on le décale d'une distance de c et on relie les points. Ce qui donne d'ailleurs un tesseract. Sauf que c'est assez difficile à visualiser en 3 dimensions car il nous est impossible d'observer cette figure en entier vu qu'il nous manque une dimension entre autres. Une cellule est juste un élément géométrique des figures 4-dimensionnelles. Il peut être comparable aux points dans la deuxième dimension et aux faces dans la troisième dimension. Les cellules sont des figures en 3 dimensions à l'intérieur des figures en 4 dimensions. On remarque aussi que lorsque le 24 cellules détruit ces carrés, il laisse derrière des tapis de Sierpinski, des fractales formés par des trous en forme de carré. TSE essaye de détruire une forme en 4 dimensions avec un objet en 0 dimension quand même. Et en plus cela l'a enragé, pas de bol. TSE tire une demi-droite pour fuir le 24 cellules, puis Phi l'aide en créant des points en laissant derrière ce qu'on appelle une fraction continue. De plus, celle-ci est spécifiquement égale au nombre d'or. Plus on effectue l'opération 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1, plus la valeur s'approche du nombre d'or. Ce qui permet d'ailleurs de prouver la définition du nombre d'or que j'ai utilisé tout à l'heure pour la preuve. Phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Car quand on veut chercher le nombre qui satisfait la fraction continue x est égal à 1 plus 1 sur x, le seul nombre positif qui est solution de cette équation est le nombre d'or. TSE utilise ces points pour les tirer sur le 24 cellules. D'ailleurs, les points se font dévier car on voit l'angle de déviation à l'endroit de l'impact. Phi continue en traçant une spirale qui a l'air de contenir le nombre d'or, ce qui permet à TSE de s'éloigner du 24 cellules. Mais au fait, qu'est-ce que cette spirale a de spécial ? Il est difficile de savoir si cette spirale est la spirale d'or ou la spirale de Fibonacci, car les deux sont très similaires. Je vais commencer par expliquer la spirale de Fibonacci, mais d'abord, il faut que je vous parle de la suite de Fibonacci.
La suite de Fibonacci est une suite de nombres qui, lorsqu'on prend un nombre UN, n étant la position, UN est égal à la somme des deux nombres précédents. Les premiers nombres de la suite sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Par exemple, 3 plus 5 est bien égal à 8. Le lien entre cette suite et le nombre d'or est que si on prend un nombre UN de la suite de plus en plus grand et qu'on effectue le quotient entre UN plus 1 et UN, alors le résultat de la division se rapproche de plus en plus du nombre d'or. 13 divisé par 8 est égal à 1,625, 21 sur 13 est environ égal à 1,6153, etc. Et donc si on fait tendre n vers l'infini, le quotient converge vers le nombre d'or. Revenons sur la spirale de Fibonacci et sa construction. Pour construire cette spirale, il suffit juste de construire des carrés adjacents et qui ont pour côté les nombres de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Comme ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, il faut tracer un quart de cercle dans chacun d'entre eux, de sorte à ce que les arcs de cercle soient consécutifs. Et vous voilà avec une jolie spirale de Fibonacci. Cette spirale est une bonne approximation de la spirale d'or, car plus on grandit la courbe, plus elle s'approche de la spirale d'or, comme avec les quotients de tout à l'heure. Et je pense que dans l'animation, il s'agit plus d'une spirale d'or, car je pense que les rectangles qui s'illuminent en or sont des rectangles d'or, étant donné le 1 et le phi, qui pourrait dire que le rapport entre l'aire du carré et l'aire du rectangle est phi. Seule la construction de la spirale d'or permet cela. Le 24 cellules est encore en train de détruire la géométrie des protagonistes. Pour fuir encore, Phi demande à TSC de l'utiliser comme un overboard. Créatif ce Linemaker quand même. Bref, ensuite ils vont construire un cercle, puis y fabriquer un cas particulier du cerf-volant concave, car celui-là détient deux triangles d'or juxtaposés. Ce qui veut dire que le rapport entre le côté double et la base de ces triangles est égal au nombre d'or. Cette forme est présente dans les pavages de Penrose, un pavage apériodique dû à la présence du nombre d'or, nombre irrationnel. TSC trace une ligne, puis on remarque que Phi a construit un pentagone avec un pentagramme à l'intérieur, cette forme en étoile. Et comme on peut le voir, ce pentagramme détient plein de rapports d'or étant donné qu'il est entièrement composé de triangles d'or. Et on voit aussi un autre pentagone à l'intérieur de ce pentagramme, lui-même ayant des triangles d'or, etc. Ce qui fait apparaître plein de symboles Phi qui tirent aussi plein de triangles d'or sur le 24 cellules. Ce dernier contre-attaque et on observe de la même manière que tout à l'heure la même fractale du tapis du Sierpinski, mais avec des pentagones au lieu des carrés vu qu'il attaque un pentagone. Phi propose de contenir le 24 cellules dans une forme en 3 dimensions, ce qui n'est pas réellement possible car une forme en 4 dimensions peut aller au-delà de la 3ème dimension. Mais bon, j'imagine que c'est quand même divertissant après tout. Nos protagonistes vont commencer par construire le premier solide de Platon, le tétraèdre. Mais qu'est-ce que c'est un solide de Platon ? Les solides de Platon sont des polyèdres à la fois réguliers et convexes. Cela veut dire que les faces de chacun des solides de Platon sont de même taille, ainsi que les angles et les côtés, ce qui leur donne un statut particulier. Ensuite, ils enchaînent avec les autres solides de Platon, c'est-à-dire dans l'ordre l'octaèdre, qui a 8 faces en forme de triangle, ensuite le cube ou l'hexaèdre qui a 6 faces en forme de carré. Pour continuer dans ces solides, ils vont construire un icosaèdre avec des rectangles d'or qui a 20 faces en forme de triangle. Et enfin le dodécaèdre qui a 12 faces en forme de pentagone. C'est ce dernier solide de Platon qui va permettre d'emprisonner le 24 cellules et au passage générer une explosion avec une fractale en arrière-plan, la courbe du dragon. Le dodécaèdre a l'air de s'être transformé en octagoniste, c'est-à-dire en 24 cellules. Et en fait, je vous l'ai pas dit, mais cette figure appartient au polychore, une famille de formes analogues des solides de Platon, mais en 4 dimensions. On a donc autant de polychores que de solides de Platon. Et ici, on les voit toutes. Celui en rouge est un pentachore, avec 5 cellules, en vert un tesseract, en bleu un hexacosychore, et en arrière le géant hécatonicosacore. Décidément, leurs créateurs se sont bien arrachés les cheveux pour leur nom. Et enfin, on voit cette copie de TSC, référence à l'animation versus physique, que je vais sûrement analyser un jour aussi. Et pour finir cette analyse, la boucle se répète. Pour débuter, on voit un point, l'élément fondamental de la géométrie en général. Même si je pense que vous savez... Bon, je vais pas tout recommencer juste pour la boucle, car ce sera tout pour cette analyse aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker.
Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je réserve une petite surprise aux 100 abonnés, donc moi j'ai hâte, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Sense.